Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le cours va être un peu plus court. Le but, c'est que ça fasse 20-30 minutes, pas plus. Et je vais vous expliquer pourquoi à l'instant, en faisant un petit résumé de ce qui va se passer dans le reste de la session. J'ai pas encore fait, tu sais, j'ai posté le plan de cours au début de la session où il y a un calendrier disant chaque semaine ce qui va se passer. Ça va un peu changer. Pas énormément, mais ça va un peu changer. Et je suis en train d'y réfléchir à savoir à quel moment il va y avoir telle évaluation et à quel moment on va parler de tel auteur. Ce qui est certain, c'est qu'il vous reste 4 évaluations, comme je disais l'autre fois. Il reste 2 résumés de lecture. Donc, 2 semaines, je vais vous dire à l'avance, évidemment. Vous allez avoir une lecture à faire qui sera pas plus de 50 pages. C'est maximum 50 pages de lecture. Ça va probablement être moins que 50 pages, mais bref, maximum 50 pages. 50 pages, c'est pas tant long. Bref, maximum 50 pages. Il va avoir votre plan pour la dissertation finale et il va avoir la dissertation finale à proprement parler. Donc, c'est les 4 évaluations qui restent. La disserte finale et le plan la disserte, ça va être à remettre vraiment vers la fin de la session. Les 2 résumés de lecture, ça va être d'ici quelques semaines, je vais vous dire. En tout cas, d'ici vendredi, je vais savoir exactement on va faire quoi, à quel moment. Je vais avoir préparé un calendrier précis pour la fin de la session, puis je vais l'avoir posté sur Léa. Donc, ça va se passer. Juste pour vous rappeler, là, la formule de asynchrone, synchrone revient. Donc, il n'y aura plus de cours les mercredis, à part si je le mentionne. Donc, la règle, c'est qu'il n'y a pas de cours le mercredi, mais s'il y en a un, je vais vous envoyer un million pour vous le dire. Je vais vous le dire d'avance, probablement dans les cours et tout, que ça va être clair qu'il y en aura un. Et il va y avoir un cours le vendredi de midi à 2, comme les autres semaines. Mais là, ça va changer un peu parce que, tu sais, au début de la session, c'était de la logique, c'était de l'argumentation, c'est quoi un bon argument et tout. C'est facile de faire des exercices à ce sujet, mais là, la deuxième partie de la session, ça va plus porter là-dessus, ça va porter sur la philosophie grecque. Fait que c'est un peu difficile de faire des exercices là-dessus. Donc, je vais donner aussi de la matière le vendredi. Donc, normalement, vous avez. Je veux dire, normalement, c'est-à-dire si c'était pas un cours à distance que vous aviez, vous auriez 2 cours par semaine de 2 heures, où je donne de la matière dans les 2 cours. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une capsule de 30 à 50 minutes dans laquelle je donne de la matière. Et le cours du vendredi, que je mettons, pendant une heure et quelques, je donne de la matière et aussi je réponds à vos questions. Le cours de vendredi il va avoir de la matière, mais ça va aussi être un cours où on discute puis que, disons, vous posez des questions, puis le but, c'est de disons, s'assurer que vous avez bien compris. C'est un peu ça l'idée. Et on va encore parler d'actualité vendredi et tout. Ça va ressembler à ça. Voilà la raison, c'est que, tu sais, l'histoire de la philo, dans le sens que comment tu veux faire un exercice sur voici la pensée de Platon. Puis là, je vous explique la pensée de Platon. Je pourrais faire comme des petits questionnaires, genre réponds à cette question-là. Faites-le par vous-même, puis on voit ça ensemble le vendredi. Fait que, ouais, je trouve ça quand même assez bizarre faire des exercices là-dessus. Fait que ça va plus être de la matière, puis des questions sur la matière. Puis je vais vous poser des questions aussi pour m'assurer que vous compreniez la matière. Mais des exercices sur l'histoire de la philo, je trouve ça un peu bizarre et malaisant, puis difficile à faire. Donc, ouais, ok. Ça va là. Normalement, vous savez comment argumenter. Fait que maintenant, on n'a pas fait de la philo à date, dans le sens qu'on n'a pas analysé une théorie philosophique. On n'a pas vu un penseur qui défend une théorie quelconque sur le monde. Donc, quelqu'un qui pense que le monde n'est que matériel, ou quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de matière dans le monde, que tout est idéal, par exemple. Ça, ce sont des positions philosophiques. On n'a pas vu encore de position philosophique à proprement parler. C'est ce qu'on va faire dans le reste de la session. Et vu que c'est un cours de philosophie grecque, ben c'est pas un cours. Ce qui reste à voir à cause du. C'est le cours de philo 1, il y a un devis ministériel, il y a 3 compétences que je dois m'assurer que vous ayez développées suite à ce cours. Il y a la partie que vous soyez capable d'écrire un texte argumentatif. Ça, je pense que le début de la session a aidé à ça, puis vers la fin aussi, ça va vous aider. Il y a une partie que vous soyez capable de distinguer le discours philosophique des autres discours religieux, scientifiques et mythiques. On le veut pas au début de la session, on va le revoir aujourd'hui. Et il y a une troisième compétence qui est que vous soyez capable de comprendre et d'expliquer en vos mots la pensée de quelques philosophes de la tradition grecque. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le reste de la session. Mais pour comprendre ces auteurs grecs, il ne s'agit pas juste de présenter leur pensée, parce que ça fait tellement longtemps que, d'une part, on n'a pas nécessairement tous les extraits de leur pensée, c'est-à-dire que souvent leur pensée est restituée par le témoignage d'autres penseurs. Par exemple, il y a des penseurs comme Parménide ou Démocrite qui ont énormément écrit, mais la plupart de leurs écrits sont perdus. On ne les a pas retrouvés encore. Donc, comprendre
contexte historique dans lequel ils ont évolué aide à comprendre à s'assurer de leur pensée, parce que dépendant de quelle autre personne, quel autre auteur de qui on a les textes parle de ces auteurs-là, on va pouvoir se demandant, disons, qui il est, d'où il vient, on peut se demander si c'est fiable, etc. Donc, puis aussi, en général, pas juste pour les Grecs, comprendre une époque aide à comprendre la pensée des philosophes, parce qu'un philosophe n'est jamais venu au monde isolé complètement du contexte dans lequel il est. Chaque philosophe qui écrit, qui pense, a eu une enfance, a eu un bagage culturel qui influence, qu'il le veuille ou non, sa pensée. Donc, comprendre un peu la Grèce antique aide à comprendre le contexte dans lequel les philosophes ont grandi et aussi la pensée de ces philosophes-là. Mais évidemment, ce ne sera pas un cours d'histoire, je ne vais pas commencer à dire bon, donc au début de la Grèce antique, il y avait 7 organisations politiques. Ensuite, il y a eu Solon, et non, c'est pas Solon, il y a eu. Je blank sur le nom, j'ai un blanc de mémoire sur le nom de la personne dont je voulais parler. Mais bref, en tout cas, quelqu'un qui a instauré la démocratie, Périclès, c'est Périclès qui a instauré la démocratie. Ce ne sera pas un cours vraiment typique, un cours d'histoire de la Grèce. Ça va juste de quelques petites remarques sur le contexte entourant certains philosophes. Donc, si on va voir Platon, Aristote, Épicure, les présocratiques, donc ça va être de mettre en contexte le milieu dans lequel ces penseurs ont écrit pour mieux comprendre leurs pensées. Et ça va être une partie philosophique, parce que qu'on le veuille ou non, je veux dire, ce qu'on fait, c'est de la philo. Là. Donc, s'il y a des gens qu'on identifie comme étant des philosophes, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont écrit des choses, ils ont défendu des conceptions du monde, fait qu'on va voir quelles sont leurs conceptions du monde, les raisons qu'ils donnent pour justifier ces conceptions du monde, pourquoi ils pensent qu'ils ont raison, et on va essayer de bien comprendre ce que les penseurs antiques disaient. Épicure, c'est Épicure, son nom. Petite faute de frappe. Bon, donc, rentrons dans le cours d'aujourd'hui. Cette semaine, on va pas. Donc, cette semaine, on va parler de la naissance de la philosophie, c'est-à-dire vraiment le début de la philo. Là. À quel moment ça a commencé tout ça? Puis, évidemment que c'est une question historique, je veux dire, on se demande à quel moment. Donc, si on se demande à quel moment, on se demande à un moment dans l'histoire. Puis si on dit que c'est à un moment X que la philosophie a commencé, ça suppose de dire que toutes les choses dites ou écrites avant ce moment-là n'étaient pas de la philosophie. Donc, il faut aussi faire un certain travail historique pour voir qu'est-ce qui a été écrit avant et pourquoi ce qui a été écrit avant n'est pas de la philosophie. Donc, c'est historique, mais c'est pas que historique, parce que pour savoir à quel moment la philo a vu le jour, il faut savoir c'est quoi la philo. Il faut avoir une définition de la philo, il faut être capable de définir. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est universel. Là. Différents philosophes vont avoir différentes définitions de la philo. Donc, le fait de définir la philosophie, c'est une question philosophique. Il y a aussi une notion de philosophie, pas uniquement une question d'histoire puis d'étude du monde. Voici ce qui s'est passé à tel moment pour savoir c'est quand que la philo est née. Généralement, on identifie en Grèce antique, vers 600 avant Jésus-Christ, la naissance de la philosophie. Mais c'est discutable, puis on va voir pourquoi. Moi j'aime pas du tout les. Tu vas ouvrir un manuel de cégep de philosophie, tu vas avoir des choses comme dire voici la période, telle période c'est ça, telle période c'est ça, telle période c'est ça, comme il va y avoir une diapo qui va expliquer ça. J'aime mieux être dans le doute et la nuance, dans le sens que on pense que c'est vers 600 avant Jésus-Christ que la philo est née, mais on n'est pas certain. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi on pense ça, puis pourquoi c'est pas certain par la suite. Donc, j'aime pas être tranché dans des catégories. Je préfère qu'on soit vraiment dans le doute, qu'on cherche à comprendre les raisons pour lesquelles c'est le cas et ne pas s'engouffrer dans les catégories parce que généralement, c'est comme ça, c'est les catégories qu'on fait c'est quand à l'école, dans le monde académique, on sépare les choses en catégories, on l'accepte aveuglément. Non, j'aime mieux je préfère, je pense que c'est plus pertinent de mettre ça en doute et de se demander pourquoi. Par exemple, je vais parler de la notion de présocratique éventuellement. Ben, je mets en doute cette notion-là aussi, genre, cette catégorisation-là. Puis ça va être dans le cours de vendredi qu'on va le voir. Puis là, je donne un petit résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui et vendredi. Donc, dans le cours asynchrone, donc celui-ci, la vidéo que vous regardez, ça va porter sur les raisons pour lesquelles on identifie le début de la philo à ce moment précis. Donc, pourquoi à 600 avant Jésus-Christ, c'est ça le début de la philo? Ça va être la question qui va guider tout ce cours. Là. Pourquoi on dit que c'est ce moment-là la naissance de la philo? Pourquoi pas d'autres écrits grecs plus anciens ou les écrits plus anciens de d'autres civilisations? Pourquoi ça, c'est pas de la philo selon les classifications habituelles? Puis, on va en arriver à la question de ce qui distingue les discours philosophiques des autres discours les précédents, d'auteurs grecs ou même d'auteurs non grecs. Aujourd'hui, on va voir les auteurs grecs, c'est-à-dire le discours mythique.
Mais cette distinction-là entre ce qui distingue les discours philo des autres discours ne s'applique pas qu'aux auteurs grecs mythiques, donc qui ne sont pas philosophiques. Et vendredi, dans le cours asynchrone, je vais me pencher sur la notion de présocratique, qui est une période de la philosophie grecque. Puis on va à la fois décortiquer la notion de présocratique et voir la théorie de quelques philosophes présocratiques. Donc voilà. Et là, je vous présente le schéma dont, que j'ai critiqué au début. C'est-à-dire, c'est généralement ça qu'on va présenter comme étant les différentes périodes de la philo grecque d'un manuel scolaire, mettons. D'abord, tu auras une période de 1000 à 600 avant Jésus-Christ, qui est la période des récits mythiques. Avec ça, tu as Homère, Hésiode, Orphée. La période de la mythologie grecque. Vous avez sûrement déjà entendu la guerre de Troie. Le film 3 avec Brad Pitt, là, Wolfgang Peterson, me semble, le réalisateur 2004. Ouais, je connais par cœur les dates de films, souvent, bref, parce que ça. Ça, c'en a un exemple. La mythologie grecque, c'est que tu as Zeus, Athéna, tu as d'autres, plein de dieux comme ça. Tu as le dieu de l'eau, le dieu de ci, le dieu de ça. Puis que ça aurait une conséquence quelconque sur la manière que le monde a été créé, puis la manière que le monde fonctionne. Et ça, ces récits-là, ça a été humainement créé, évidemment. Puis c'est dans cette période-là que ces récits se sont créés, par Homère, surtout par Hésiode. Homère a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Ce sont deux grands classiques de la littérature. Je les ai lus, ces deux livres-là. Moi, j'aime beaucoup. Même pas nécessairement pour le contenu, là, parce que, je veux dire, littéralement, c'est... L'Odyssée, c'est une guerre. Non, c'est l'Iliade qui est une guerre. L'Iliade, c'est évidemment une guerre. C'est le récit de la guerre de Troie. Puis c'est littéralement, on voit tel guerrier qui se bat contre l'autre guerrier. On est tel guerrier qui a un élan de puissance parce que les dieux le soutiennent, puis là, qui bat plusieurs personnes. C'est vraiment ça. Mais c'est la manière que c'est écrit qui est incroyable. Genre, Achille, au talon, je sais pas quoi, ou bien Diomède, rouge comme un dieu. Je sais pas, des phrases comme ça que je trouve magnifiques. Puis l'Odyssée, c'est, ça, vous savez déjà sûrement quand on se parle de ça, c'est Ulysse, là, Ulysse qui fait un genre de périple quelconque. Ça fait longtemps que j'ai lu ça, je me rappelle moyen de l'histoire. Il fait un périple quelconque, puis qui retourne d'où il vient. Il me semble que c'est. Hey, j'ai un blanc de mémoire d'où. Il me semble que sa femme Hélène l'attend pendant 20 ans, puis il revient, puis là, il y a du monde qui ont comme. Bref, je vais pas vous spoiler. Ultime, c'est très bien aussi. C'est bien écrit. Hésiode, j'ai pas lu la théogonie. La théogonie d'Hésiode, c'est vraiment là-dedans, je pense que c'est comme plus l'ouvrage de référence de la mythologie grecque. Genre, c'est là, il va vraiment passer un dieu. Je sais pas si il va passer un dieu à la fois, mais il va parler des différents dieux, des différents pouvoirs qu'ils ont, des différentes choses qu'ils ont fait. Bref, c'est vraiment plus. Homère, c'est vraiment plus des romans. Hésiode, c'est vraiment plus voici c'est quoi la mythologie grecque. Puis Orphée, je connais pas trop ça, mais c'est aussi un nom souvent cité qu'on parle de mythologie grecque. Deuxième période, c'est les présocratiques que j'ai dit. Là, c'est des exemples. Thalès, Pythagore, Parménide. Pythagore, c'est bien lui le théorème de Pythagore. On va le voir un peu plus loin, plus tard. On va le voir vendredi, en fait, Pythagore. Héraclite, Démocrite. On va voir vendredi pourquoi je pense que la notion de présocratique, c'est une notion problématique, que c'est pas une bonne manière de nommer ce groupe d'auteurs, mais que c'est quand même comme ça qu'on le fait, malheureusement. C'est de 600 à 400 avant Jésus-Christ, mais ça, c'est vraiment lousse. C'est très possible qu'il y ait des auteurs présocratiques. Comme Démocrite, je n'ai pas ces dates. Peut-être que Démocrite, ça doit être proche de 450 avant Jésus-Christ. Je sais que Démocrite et Socrate avaient à peu près le même âge, me semble. Donc, voilà. Présocratique, dans le fond, je vais vous l'expliquer plus vendredi, ça veut juste dire des philosophes qui sont avant Socrate. Donc, pour Démocrite, ce serait faux, mais on l'a quand même mis là-dedans parce qu'on aime beaucoup Socrate. Fait qu'on a comme fait un genre de. Pas on, là, il y a un auteur qui s'appelle Hermann Diels, qui est un spécialiste de philosophie grecque, qui a écrit un ouvrage de référence dans lequel il a comme regroupé ensemble un ensemble de penseurs qui ont écrit puis qui ont défendu des théories avant Socrate ou à peu près pendant, puis il a dit que tout ça, c'est les présocratiques, puis qu'on va faire un groupe général avec ça. Fait que c'est à peu près dans ces époques-là qu'ils ont écrit. Mais on va vraiment voir ça plus en détail vendredi. Les différents... Parménide, c'est mon préféré, c'est ce que je vous dis. Et maintenant, j'ai appelé ça 450 à 322 avant Jésus-Christ. J'ai appelé ça la période des trois plus grands philosophes. Parce que je n'avais pas vraiment d'autres noms pour la nommer. C'est vraiment Socrate, Platon, Aristote. C'est les trois plus grands philosophes de l'époque grecque et peut-être les trois plus grands philosophes de l'histoire de la philosophie, honnêtement. Il y a un auteur britannique qui s'appelle Alfred Whitehead, récent, récent, dans le 20e siècle. Pas tant récent, mort, mais récent dans le sens que pas de il y a 2000 ans, là, il est mort peut-être 30, 40, 50 ans, là, qui a dit que philosophy is a footnote to Plato. Ce que ça veut dire, c'est que la philosophie, c'est une note de bas de page de Platon. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que Platon a comme fait le tour des questions philosophiques et que depuis Platon, tout ce qu'on a fait, nous philosophes,
c'est qu'on a comme mis une note de bas de page qui est écrit Platon. Donc, on a ajouté, donc oui, Platon, c'est ce que tu as dit là, mais voici une petite correction, puis on met comme beaucoup de notes de bas de page, mais que je ne dis pas qu'il a raison, que Whitehead a raison, mais Platon a tellement été important, il a tellement traité d'un large éventail de sujets de manière relativement en détail que c'est probablement. Moi, je dis que Platon, c'est le philosophe le plus important de l'histoire de la philosophie. Pas celui qui a le plus raison, mais le plus important, celui qui a le plus changé la philo, celui qui est le plus original, novateur, c'est ce que je dirais. Donc, c'est vraiment les trois philosophes qu'on va le plus voir cette session. Aristote vient de Stagire, qui est une ville en Grèce. Je ne sais pas c'est quoi dans la Grèce d'aujourd'hui, bref, à l'époque, c'est en Grèce antique. Socrate et Platon sont athéniens, évidemment. Puis ça aussi, Thalès vient de Milet. Pythagore, il vient d'une ville qui s'appelle Samos, me semble, qui est une petite île proche de la Grèce. Parménide, il vient genre. Là, je suis peur de me tromper. Il me semble que Parménide venait genre de Sicile. Il vient d'Élée, la ville d'Élée. Il me semble que la ville d'Élée, à l'époque, c'est comme dans l'Italie actuelle. Fait que ça montre vraiment à quel point les philosophes grecs, à l'époque, étaient culturellement grecs, mais étaient sur un territoire vraiment vaste. Et la dernière époque, qui est la période hellénistique, c'est de 322 à 330. Là, je vais faire un petit commentaire historique. On dit que la période hellénistique commence parce que en 322, oui, Aristote, mais pas que parce que la fin de la période des trois plus grands philosophes, donc à 322, c'est la mort d'Aristote. Mais la mort d'Aristote vient à peu près en même temps que la mort d'Alexandre le Grand. Je ne sais pas si vous savez c'est qui Alexandre le Grand. C'était un grand conquérant macédonien qui a vraiment élargi le territoire de la Grèce. Macédonien, mais qui ont été macédoniens sur le territoire. La Macédoine faisait partie de la Grèce antique. Bref, je crois. Il faudrait que je vérifie, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis là. C'est ça, par contre, je n'ai pas vraiment relu l'histoire. Je vous raconte des souvenirs lointains. Là, ça fait que, regardez-vous, ça se peut que je me trompe, même si je ne pense pas que je me trompe. Fait que pour la période hellénistique, c'est donc à partir de 322, fait que la mort d'Aristote, la mort d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait vraiment étendu le territoire de la Grèce. Et ce qui se passe en 322, c'est que le centre de la philo n'est plus Athènes, mais plus Alexandrie, qui est aujourd'hui en Égypte actuelle, je crois. Fait qu'il y a comme eu un changement du centre de la philo. Cette période hellénistique, ça va plus se passer là. Puis en 30, ce qui se passe, c'est l'Empire romain qui devient important. Fait que, on dit souvent que la période hellénistique, c'est comme une genre de période tremplin entre l'essor et le génie de l'Empire grec et l'essor de l'Empire romain. Donc, c'est un peu une période intermédiaire. Et ça va être les Épicures qui est important. Là, on va le voir dans le cours aussi, Épicure. Souvent, le mot épicurien aujourd'hui veut dire une personne qui aime beaucoup bien manger, s'adonner à une quantité grande de plaisir, etc. Épicure, oui, est un philosophe qui valorisait le plaisir et le bonheur, mais ce serait faux de dire qu'Épicure était épicurien au sens mode contemporain du terme. Épicure était plutôt dans le plaisir mesuré. Il y a les stoïciens qu'on va peut-être voir, mais je pense pas, puis il y a les disciples de Platon et d'Aristote. Platon et Aristote sont tellement importants qu'après leur mort, t'avais la plupart des philosophes qui existaient, c'était des néo-platoniciens, puis ça c'est plus tard, mais des platoniciens, du monde qui reprennent l'œuvre de Platon puis l'enseignent. Ou des aristotéliciens, même chose, des gens qui étaient d'accord avec Aristote puis qui enseignaient Aristote. Platon et Aristote ont les deux créé une école, fait que cette école-là a continué de vivre pendant un certain temps, puis tu avais des disciples de Platon et des disciples d'Aristote. Quand si on crée une école, chacun a créé son école différente. Là. Platon, il me semble, c'était l'académie, puis Aristote, le lycée. Puis c'est ça, il y a eu des disciples chacun qui ont enseigné après eux. Bref. Passons au cours à proprement parler. Problème archéologique. Pourquoi je parle d'archéologie? On sait que 600 ans avant Jésus-Christ, il y avait des penseurs qu'on peut qualifier de philosophes en Grèce antique, et ce philosophe s'appelle Thalès de Milet. Généralement, on dit que Thalès est le premier philosophe. Donc, on sait que Thalès a existé puis qu'il y avait un philosophe, puis que c'était un philosophe. Par contre, on ne peut pas savoir avec certitude que ce sont réellement les premiers philosophes. Que Thalès, l'école de Milet, bref. On peut pas être sûr que Thalès est vraiment le premier philosophe. Les faits qu'on n'ait pas la trace de philosophe avant n'est pas une preuve qu'il n'y en avait pas. On peut imaginer des scénarios dans lesquels il y a eu la philosophie avant les Grecs. On pourrait dire que Thalès est le premier philosophe est un raisonnement inductif, acceptable ou non, je ne sais pas, parce que j'ai pas vraiment fait je ne suis pas expert en archéologie, il faudrait voir à quel point on a des traces des différentes civilisations qui étaient avant Thalès. Si on a très peu de traces des civilisations avant Thalès, ben c'est un mauvais raisonnement inductif parce que qui ne nous dit pas que mettons il y a 8 civilisations super qui sont attendues sur plusieurs centaines d'années,
dont on n'a aucune trace, c'est quand même peu probable qu'il y ait zéro philosophie là-dedans. La philosophie étant une réflexion sur l'être, etc. Donc, tout dépend du nombre d'autres civilisations qu'il y a eu avant. On peut dire si c'est un raisonnement inductif correct ou non. Mais ça, c'est certainement pas un raisonnement déductif, en tout cas, certainement pas certain. Puis là, j'imagine des scénarios dans lesquels il y aurait eu la philosophie avant les Grecs. Donc, il y avait des philosophes dans une civilisation qui favorisait l'art oral à l'art écrit. On peut imaginer une civilisation qui n'écrivait pas. Ils savaient peut-être écrire, mais eux, ils préféraient jaser, préféraient l'art oral. Donc, on peut très bien penser à une civilisation qui philosophait, donc qui argumentait sur comment est le monde, comment devrait être le monde, et donnait des raisons pour justifier ça, mais qui n'ont pas écrit. Fait que nous, on n'a aucune trace de leur art philosophique, donc on ne peut pas savoir c'est une philosophie. Fait que nous, on n'a aucune trace de ce qu'ils ont fait qu'on ne le sait pas. Fait que, mais ils ont peut-être existé. Fait que c'est possible qu'il y ait une civilisation pré-Grèce antique qui préférait l'art oral puis qui faisait de la philosophie. Autre cas possible, il y avait des philosophes dans une civilisation dont tous les écrits ont été détruits, brûlés. Donc, bref, on peut imaginer une civilisation pré-Grèce antique qui faisait de la philo, qui écrivait de la philo, donc il y avait des textes de philo, mais qui ont tous été détruits. Très possible. L'exemple que je donne, Alexandrie, c'est une ville, c'est la ville au centre de la philosophie hellénistique, comme j'ai dit. Il y a un moment donné, j'ai pas la date, j'ai pas pris en note la date, je sais pas pourquoi, j'aurais dû la prendre en note. Il y a eu un gros incendie qui a brûlé une quantité considérable de manuscrits. Fait que ça, cet incendie-là est une catastrophe pour le savoir humain, pour la Grèce antique, même humain, parce qu'il y avait probablement beaucoup de connaissances importantes qui ont été perdues, puis qu'ensuite, on a dû, d'autres chercheurs ont dû recommencer à zéro des choses qu'on savait déjà. Donc, la pensée de plusieurs présocratiques, par exemple, a été perdue dans cet incendie. C'est comme vraiment la plus grosse bibliothèque au monde à l'époque. Au monde, je ne sais pas, en tout cas dans le monde grec, ça l'était, où il y avait tellement plein de papyrus. Papyrus, les papiers, les écrits écrits là-dessus, puis c'est vraiment tout gardé là. Puis il y a un gros incendie qui a tout été perdu. Fait que c'est vraiment, vraiment dommage, ça. Fait qu'on peut imaginer une autre civilisation avant qui avait la philo, qui avait des choses écrites, mais que pour des raisons X, Y ou Z, les écrits ont été détruits. Donc, on ne peut pas leur y avoir accès. Fait que voilà. Et le dernier exemple possible, il y avait des philosophes dans une civilisation dont les écrits existent encore, mais que nos recherches archéologiques n'ont pas encore trouvé. Donc, c'est possible qu'il existe au Bangladesh un site archéologique qui n'existe pas encore, donc une ancienne ville, un ancien lieu important, puis qu'en faisant de nouvelles recherches, genre en 2023, on se rend là, puis on découvre tabarouette, un écrit qu'on date, je sais pas, à moins 4000 avant Jésus-Christ, puis qu'il y avait des arguments dedans, puis c'était de la philo. Fait que c'est possible. L'archéologie est une science qui continue à avoir lieu, les recherches continuent à exister. Fait qu'il y a rien qui. C'est pas impossible qu'on trouve des écrits philosophiques qui soient plus vieux que Thalès de Milet. Donc, le but de cette petite aparté, c'était juste de noter que même si moi-même, quand je l'enseigne, je commence à parler de philosophie en parlant de Thalès de Milet, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de philosophie qui le précède. Je tenais aussi rapidement à parler de la tradition orientale. Il existe peut-être d'autres traditions, mais il existe une tradition européenne ou occidentale qui est celle qui va vous être enseignée dans vos 3 cours de philo cégep, puis qui est généralement celle à laquelle on fait référence quand on parle de philosophie, qui a commencé avec les Grecs, on pense, etc. Mais en fait, même si on trouve, il faudrait qu'on trouve des textes philosophiques en Europe plus anciens pour dire qu'il y avait des textes de tradition philosophique européenne plus anciens que Thalès. Fait qu'on pense vraiment que ça commence avec la Grèce, avec Thalès, la philosophie européenne. Mais il y a aussi une tradition asiatique ou orientale, ça va plus être en Chine, Japon, Inde, etc., qui est tout aussi ancienne, ou presque, que la tradition grecque. C'est juste qu'ils sont séparés. Les deux traditions sont différentes. L'une n'a pas forcément influencé l'autre beaucoup. Peut-être qu'il y a eu une influence, mais bref. Généralement, en philo occidental, on parle assez peu de Confucius, etc. Donc, c'est des figures importantes de la philosophie orientale, qui ont écrit après en même temps que les premiers philosophes grecs. Sont Confucius, qui est un nom que vous connaissez sûrement, puis Mosa, ça s'écrit Mosé, mais c'est Motsa et Lao Tse. Je pense que c'est Lao Tse, je pense que je sais pas pourquoi je sais pas si c'est Laozi. Je pense que c'est écrit Lao, T-S-E-U. J'ai un livre de lui ici. J'ai jamais lu, là, mais parce que ce sont 3 philosophes orientaux que je ne connais vraiment pas. Fait que je ne vais pas en parler. Surtout que le cursus du cours au cégep, c'est vraiment la philosophie occidentale. Mais je tenais à vous dire que ça existait.
que la philo occidentale n'est pas la seule chose qui existe, c'est juste la seule chose qui vous a enseigné. Fait que voilà. Même à l'université, moi, j'ai jamais eu de cours de philo orientale. Il y en avait un qui était disponible, je ne l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi, mais c'est quand même intéressant. Mais voilà, fait que ça existe, je vous le dis. Et passons à la Grèce antique. Petite remarque historique sur la Grèce antique, très rapide, avant de. On se rappelle qu'aujourd'hui, le but du cours, c'est que je vais essayer de répondre à la question pourquoi on dit que la philo est née en Grèce antique à 600 ans avant Jésus-Christ. Faire quelques remarques historiques va peut-être nous aider à répondre à cette question. Donc, la Grèce antique n'est assurément pas la Grèce d'aujourd'hui. Ça, c'est évident, je pense que vous le savez. La Grèce, aujourd'hui, c'est un petit pays assez peu puissant. Pas, quand on pense à l'Europe, les puissances, c'est plus France, Allemagne, Grande-Bretagne, même Espagne plus, Italie plus. La Grèce, c'est pas un pays tant puissant et gros aujourd'hui qui n'a pas un grand rayonnement international. Mais fut un temps que c'était la puissance de l'Europe. Sans aucun doute. Tous les pays européens quasiment étaient. Mais il n'y avait pas de pays à l'époque, mais bref, tout le territoire européen était culturellement grec. Bref. Mais il y a quand même une conséquence de ça. Même si on dit que la totalité quasiment de l'Europe était culturellement grecque, ça ne veut pas dire que les différentes parties de la Grèce antique n'avaient aucune différence culturelle entre elles. Donc, tu sais, mettons qu'on. Le premier diapo, c'est une carte de la Grèce antique, là, je vais vous le montrer. C'est plus en détail. Puis aussi considérer qu'à l'époque, les communications étaient difficiles. Aujourd'hui, on a Internet et tout, qui fait que c'est facile de communiquer avec les gens partout dans le monde, puis de savoir ce qui se passe en Chine. À l'époque, là, il y a plus de 2000 ans, là, il y a 2500 ans, il n'y avait pas ça pantoute. Là. Il n'y avait pas vraiment de manière de. Quelqu'un qui habite à un endroit, c'est pas vraiment ce qui se passe à 100 km de chez lui. Donc, les spécificités locales et culturelles, même s'il était dans un monde grec, qui parlait la même langue souvent et tout, il y avait des spécificités locales. De dire que que deux auteurs sont grecs n'est pas tout à fait suffisant pour rendre compte de leur héritage culturel. C'est ça que je veux dire. Bref, c'est important, je crois. Puis si on considère le territoire des pays d'aujourd'hui, je pense, comme je dis, la notion de pays, c'est une invention pas récente, mais qui est plus récente que la Grèce antique. Il n'y avait pas de pays, je crois, pour en parler à l'époque. La France, il y avait des Gaulois qui étaient là-bas. Il n'y avait pas la France. La Grande-Bretagne, il y avait, je sais pas, des Celtes, je ne sais trop, bref, des peuples anciens, mais il n'y avait pas de pays à l'époque. Ça, encore une fois, je ne suis pas historien. Mes connaissances là-dessus sont assez limitées, mais je suis assez confiant de ce que je viens de vous dire. Donc, il n'y avait pas de pays, mais si on prend le territoire des pays d'aujourd'hui, tout ça, c'est le territoire de la Grèce antique. Donc, on a la Grèce, l'Albanie, la Macédoine, la Bulgarie, la Serbie, une partie de l'Italie et une partie de la Turquie. Puis peut-être d'autres. Donc, c'est gros, c'est vraiment gros la Grèce antique. Donc, ça, c'est une carte incomplète de la Grèce antique, même. Parce qu'il n'y a pas l'Italie là-dessus, mais il y avait aussi des parties en Italie qui étaient en Grèce antique, puis ça monte aussi plus haut que ça, mais c'est la plus claire que j'ai trouvée sur Internet. Donc, vous voyez à droite, ça, c'est pas mal là-dessus, à droite. Je pointe, vous ne voyez pas ce que je pointe. À droite, vous voyez Lydie, Carie, Lycie, Éolide, Troade. Ça, c'est le territoire de la Turquie aujourd'hui, pas mal. Ce que vous voyez en jaune, c'est le territoire grec. Donc, il y avait toute la côte ouest de la Turquie était un territoire grec. Toutes les petites îles entre aussi. La Grèce, à proprement parler, la Turquie était un territoire grec. À droite de ça, c'était l'Empire perse. Il y a eu beaucoup d'affrontements militaires entre la Grèce et l'Empire perse. Et les villes ici sur le bord, comme en haut à droite, on voit Troie, qui est une ville mythique. C'est là que la fameuse guerre de Troie a eu lieu. Et Milet, plus bas aussi, du côté de la Turquie, qui est une ville importante parce que les premiers philosophes viennent de là. Mais on dit qu'il était grec, même s'il était en Turquie et même s'il était à côté de l'Empire perse. Moi, je pense que c'est très raisonnable de penser que Thalès de Milet était presque autant culturellement grec qu'il était culturellement, je ne sais pas perse, mais en tout cas, les influences culturelles de la région l'ont certes. Culturellement, ça m'étonnerait que Thalès soit plus grec que perse, parce qu'il est proche de l'Empire perse. Il y a certainement des spécificités locales au fait qu'il habite de ce bord-là de la mer Égée plutôt que de l'autre côté. Donc, bref, c'est un peu. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu
une facilité, un manque d'explication de dire ils sont tous grecs, donc ils ont tous la même culture. Non. Là. Thalès de Milet versus quelqu'un qui habite à Athènes a certainement eu une culture et un background différent. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Il y a aussi d'autres régions de la Grèce, comme je dis, l'Italie qui est plus vers l'est, plus à gauche, plus en haut de d'autres régions aussi. Mais bref, voilà. Puis là, encore une fois, je reviens sur l'influence culturelle des Grecs. Puis ça, c'est ce que je viens de dire, je ne me répéterai pas. Je viens de le dire, je ne me répéterai pas. Mais c'est toujours le fun que ce soit écrit, comme ça, vous pouvez vous y référer éventuellement si vous voulez revoir les PowerPoints. Mon but, c'est juste de noter que c'est pas vrai que de nulle part la philosophie est née en Grèce antique. Alors que c'est comme une. D'ailleurs, c'est un peu quelque chose que je reproche à la religion catholique, peut-être d'autres religions, mais je les connais moins. C'est-à-dire qu'il y a un instant zéro. Là. Jésus, là, littéralement, il y a comme une révélation, puis Jésus est comme il y a comme une nouvelle connaissance du monde total. OK, moi, je pense pas que c'est vrai. Peut-être que Jésus, vraiment, c'est le Fils de Dieu et je ne sais trop. Par contre, Jésus est aussi le produit d'une culture. Ce qui est écrit dans la Bible ne vient pas de nulle part, ne vient pas que de la tête, ne vient pas que de l'inspiration de Dieu aux apôtres. Là. On voit clairement des éléments qui viennent de la culture grecque, des cultures plus anciennes. Fait le monde, c'est comme en continu des cultures qui s'entrechoquent entre elles et qui s'influencent. De cette espèce d'idée comme quoi il peut y avoir quelqu'un qui est comme indépendant d'une culture et qui peut créer quelque chose de lui-même est un peu absurde, je trouve. Fait que oui, on identifie que Thalès est le premier philosophe, mais il y a tellement d'influences culturelles différentes. Les Grecs, avant d'être les Grecs, c'était les Achéens, qui eux sont venus de tel endroit, etc. Il y a eu des influences de cultures égyptiennes, sûrement perses. Fait que, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, la question, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est en Grèce que la philosophie a commencé? Pourquoi on dit ça? Après, je pose des questions que je vais répondre plus tard. Pourquoi on dit que Thalès est le premier philosophe? Qu'est-ce que les textes de Thalès ont que l'on. Quels éléments les textes de Thalès ont que les textes qui ont été écrits avant lui n'ont pas, si on veut? C'est le Code d'Hammurabi, c'est un texte qui a été écrit 1000 ans avant la naissance de Thalès à Babylone. C'est un genre de texte légal qu'on nommait les lois d'Hammurabi, je ne sais trop. Là. Hammurabi, je pense que c'était un roi, si je me rappelle bien. Puis je pense qu'il y avait des lois quelconques de Babylone qui étaient écrites là-dessus. Je sais que ça a été une découverte archéologique au début du 20e siècle qui était super importante, parce que c'est un texte complet qu'on a, je pense, ou du moins presque complet qu'on a, un texte de loi presque complet, qui date de 1000 ans avant même temps là, ça fait que 1500 ans, 1700 ans avant Jésus-Christ à peu près. Fait que d'avoir ça, c'est une source historique incroyable. Mais pourquoi ce texte-là n'est pas un texte de philosophie? Quel élément il manque au Code d'Hammurabi pour être un texte de philo que les textes de Thalès sont? C'est la question que j'essaie de répondre. Je peux aussi penser, j'en ai parlé un peu plus tôt, au texte d'Homère ou d'Hésiode. Qu'est-ce que les écrits mythiques, qu'est-ce qui manque aux écrits mythiques pour qu'ils soient des textes de philo? Bref. Puis ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapos qui suivent. La mythologie grecque. Donc ça, c'est déjà dit. Fait que oui, c'est sûr que quand Thalès écrivait la mythologie et que c'était déjà, on se rappelle les époques, c'est de moins 1000 à moins 600, ces 400 années-là, il y a vraiment la mythologie grecque qui s'est créée, puis à travers différents écrits. Et cette croyance, c'est vraiment la croyance en plusieurs dieux qui ont chacun leur domaine propre. Donc, comme je disais tantôt, tu as Zeus comme le dieu le plus important, tu as Athéna, Poséidon, etc. Différents dieux qui ont chacun chacun des dieux ont leur domaine, l'eau, le vent, la terre, je ne sais trop. Puis le monde serait un peu contrôlé par ces dieux-là, je ne sais trop. Parce qu'il y a une explication du monde par le biais des dieux, puis une explication, disons, de l'origine du monde aussi par les dieux, je suppose, je ne sais trop. Fait que je connais pas trop, honnêtement, la mythologie grecque. C'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça, là, de savoir que selon la mythologie grecque, tel dieu fait telle chose. Je pense que c'est pas très vrai. Puis je pense que c'est intéressant pour comprendre la culture grecque, mais c'est pas tant intéressant. Au niveau du contenu, je trouve pas ça super intéressant. Fait que je connais pas tant ça. Mais l'idée, c'est juste que vous compreniez que c'est quoi la mythologie grecque, c'est juste c'est ça, des récits anciens qui sont issus comme mythes sur les différents dieux. Puis voilà. C'est exactement ce que je viens de dire. Puis ça, c'est intéressant. Comme je disais, personne n'est totalement genre, séparé de sa propre culture.
les philosophes grecs, même Platon, Aristote, quand ils écrivent, font référence aux dieux, ne disent pas que les dieux n'existent pas, je ne sais trop, là, même. Quand ils écrivent, ils font référence aux dieux, c'est un peu un présupposé souvent même de leur théorie. Peut-être pas tous les philosophes grecs, mais de plusieurs. Je sais qu'il y a des philosophes grecs qui étaient athées. Diogène, me semble, c'est un philosophe athée. Mais bref. Même chez les philosophes, c'était vraiment quelque chose d'ancré dans la culture grecque, là, que les dieux existaient et tout. Puis qu'il n'y en avait pas qu'un, que c'était vraiment plusieurs dieux, puis que c'était les dieux nommés, genre Zeus et tout. Donc voilà. Puis même, on remonte plus récemment, là, où l'époque moderne avec Descartes au 17e, 18e, 19e siècle, tous les philosophes étaient chrétiens, là. Même s'ils réfléchissaient rationnellement sur le monde, puis que plusieurs d'entre eux pensaient vraiment que Dieu existe, le fait qu'ils aient grandi dans une culture où le christianisme était mis avec le pouvoir, si on veut, c'est-à-dire que c'était vraiment la norme, puis c'était quasiment obligé d'être chrétien à l'époque, ça fait que leur pensée philosophique est teintée de christianisme. Fait qu'au même titre que la pensée des Grecs est teintée de mythologie grecque. On suit. Mais c'est sûr que les discours mythiques, c'est pas quelque chose qui est propre à la Grèce. L'idée d'une explication du monde par le biais de Dieu, ça précède la Grèce. Là. La plupart des civilisations qu'on connaît, on fait appel à des discours mythiques, honnêtement. Là. Que ce soit l'Égypte, la Mésopotamie, etc. Puis c'est même que je définirais un discours mythique. C'est certaines superstitions faisant souvent référence à un ou plusieurs dieux qui expliquaient comment l'univers a été créé, comment il fonctionne ou comment on devrait agir. T'sais, en Égypte, tu avais le dieu Amon, qui était le dieu soleil, ou je ne sais trop. Bref, il y a différentes explications comme ça. Les mythes supposent généralement quelque chose comme un temps où on avait accès aux connaissances les plus fondamentales et que par bouche à oreille, de génération en génération, on se transmet cette sagesse ultimement. C'est comme si il fut un temps que les dieux ont comme eu un contact avec les hommes par une manière quelconque et que la personne qui a eu contact avec les dieux a raconté ça à quelqu'un d'autre, puis que par bouche à oreille, on transmet cette comme de sage parole qui dit la vérité du monde. Puis le mythe, c'est ça. C'est comme un rappel de cela. Ça, c'est un point intéressant parce qu'il est vrai. Là. La plupart des civilisations à travers l'histoire de l'humanité, même s'il n'y avait aucun contact entre elles, ont indépendamment développé des mythes fondateurs. Donc, que ce soit, par exemple, les Autochtones en Amérique du Nord, les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Grecs, les Chinois, je ne le sais pas, je suis moins au courant de l'histoire de la Chine, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas aussi. Il y avait tous des histoires de mythes, des histoires de dieux qui étaient tous différents. Fait que, ce que ça m'indique, moi, c'est pas forcément que les dieux existent, mais ça m'indique qu'il y a quelque chose chez l'humain qui fait que quand on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, puis qu'il y a comme des questionnements si fondamentaux, genre d'où on vient, c'est quoi l'existence, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, comment je devrais agir, etc. Puis qu'on n'a pas de réponse à ces questions-là, on va chercher des réponses, quitte à ce qu'elles soient mythiques, si on veut, ou à ce qu'elles soient moyennement justifiées. Comme j'ai ici, là, on a tendance à ne pas accepter de ne pas savoir des choses. Puis là, dans cette diapo, j'ai comme distingué le discours philosophique du discours mythique, mais je pense que vous me voyez venir. Là, je ne vais rien vous dire de nouveau. Là. Ce qui distingue la philosophie du mythe, c'est la rationalité. Le philosophe, ou du moins le bon philosophe, va justifier rationnellement ce qu'il pense qui est vrai. Donc, le discours mythique, si on veut, c'est comme un peu un appel à la tradition. Là. Ce serait un sophisme. Quelqu'un qui défend un discours mythique, pour le justifier, dirait X est vrai quand la tradition le dicte, ou X est vrai car tel ensemble de croyances auxquelles j'adhère dit que X est vrai. Mais là, pour justifier que cet ensemble de croyances-là est vrai, il ne peut pas vraiment faire autre chose que faire appel à la tradition à nouveau. Donc voilà, fait que généralement, c'est quand même. Ce qui justifierait une croyance mythique, c'est vraiment la tradition. Le fait que ça vient d'un vieux sage qui a eu un accès aux dieux. Si on remonte vraiment à la base, au fond des choses du discours mythique, pourquoi c'est vrai que Zeus est le dieu le plus important, puis que Poséidon est le dieu de l'eau, je ne sais trop, ben là, il faudrait voir d'où ça vient, puis qui est la première personne qui a inventé ce mythe-là, puis d'où tient cette information-là, mais ça, c'est difficile de le faire, évidemment, parce que ça fait 2000 ans, mais bref. À la fin, la personne qui croit que c'est vrai, le discours mythique, va devoir faire appel à la tradition, parce que la première personne qui a inventé ça, c'est la tradition. Alors, en gros, là, à moins que cette personne-là ait vraiment eu accès aux dieux, puis qu'on a de bonnes raisons de croire que c'est vrai que cette première personne a eu accès aux dieux, mais on n'a aucune preuve historique qui nous montre ça.
Fait que voilà, c'est ça. Et que le discours philosophique, ben, comme je l'ai dit, c'est X est vrai pour une raison Y. Donc, c'est vraiment comme la forme normale. X, c'est la conclusion. C'est vrai quand X et Y sont vrais, les prémices, c'est que X découle de X et Y. Donc, un philosophe, quand il va penser que quelque chose est vrai, va le justifier pour des raisons qui vont justifier que c'est vrai. Donc, il va se demander pourquoi c'est vrai, il va avancer les prémices qui justifient la conclusion. Comme je vous ai montré avec la forme normale, vraiment. Alors que dans le discours mythique, c'est pas forcément tout est faux dans le discours mythique, mais que la notion de justification n'est pas tout à fait là. Là, je vais définir la rationalité. C'est vraiment toute une tâche. Puis honnêtement, je pourrais passer 3 heures à analyser différentes définitions de la rationalité, différentes conceptions de la rationalité. J'ai vraiment fait simple pour aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je viens de le dire. Moi, je pense que c'est le concept le plus important pour la rationalité, c'est la justification. Puis un philosophe que j'aime bien, Robert Audi, qui est d'ailleurs, pour mon mémoire de maîtrise, dont je me suis beaucoup inspiré, a défini la rationalité ainsi. Un état mental est rationnel, donc a mental state is rational if it is well grounded in a source of justification. Je traduirais ça par un état mental est rationnel s'il se base, s'il est fondé dans une source de justification. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quelque chose est rationnel si j'ai des bonnes raisons de croire que cette chose est vraie. Ça veut dire ça. Ou que je fournis des raisons. Mais c'est possible que je fournisse de mauvaises raisons. Je ne serais pas irrationnel pour autant. Par contre, mettons que je pense que X est vrai, que je fournis une raison. Puis que quelqu'un d'autre me montre qu'en fait, la raison que je donne pour justifier X est mauvaise. Je n'étais pas irrationnel, j'étais dans l'erreur. Là, ce qu'il faut faire, c'est que juste que je change ma croyance parce que quelqu'un d'autre m'a montré que j'avais tort. La rationalité, disons, suppose un échange d'arguments entre personnes, un échange de différentes justifications pour croire que quelque chose est vrai, puis que, dépendant des arguments qu'on a, de changer nos croyances. C'est à peu près ça. Je cherche à voir si j'ai tout dit ce qui est écrit là. Une seconde. Honnêtement, j'ai tout dit ce qui est écrit là, c'est ce que je viens de dire. Donc là, pourquoi Thalès comme premier philosophe? Parce que Thalès est la première personne qu'on connaît qui a défendu une théorie du monde justifiée par des arguments. On n'a pas de texte plus ancien qui est une conception du monde justifiée par des arguments. Voilà, c'est pour ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, ça veut dire qu'on n'en connaît pas. J'ai évoqué 3 scénarios possibles qui en, plutôt que c'est possible qu'il existe. Voilà. Je sais, les 3, c'est possible que ce soit plus hors oral ou que toutes les preuves ont été détruites ou que l'archéologie a encore trouvé les textes. Puis ça, évidemment, c'est ça que j'ai dit depuis le début. Thalès, étant le premier philosophe, est hautement influencé par les discours mythiques. Là. Ses écrits ne sont pas dépourvus de références aux mythes. Je ne sais même pas si Thalès, en fait, il faudrait que je vérifie. Là. Je sais qu'on a très peu d'écrits de Thalès qui restent, puis c'est plus par le biais d'autres philosophes qui parlent de Thalès qu'on connaît sa théorie. Mais c'est sûr que Thalès faisait de nombreuses références à la mythologie, même si lui-même était rationnel. Donc, c'est pas parce qu'on fait référence à la mythologie et qu'on a certaines croyances présupposées qu'on ne peut pas expliquer par les arguments qu'on est totalement irrationnel. Je veux dire, Thalès justifiait des éléments importants de sa théorie par des arguments, fait que ça fait de lui un philosophe. Donc, il y a simultanément dans sa pensée la prise de conscience que le mythe est insuffisant pour dire ce qu'est réellement le monde, et encore quelques présupposés dont on n'a pas encore réussi à se défaire. Donc, là, peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais il y a quelque chose vraiment d'insatisfaisant dans le discours mythique pour expliquer le monde. Dans le sens, ça dit ceci est vrai parce que la tradition le dicte, ou ceci est vrai parce que monsieur le dit. Mais là, on se demande pourquoi est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que la tradition aurait raison? Pourquoi est-ce que ce monsieur aurait raison? Puis là, c'est là que le discours philosophique devient intéressant parce que le discours philosophique n'a pas de présupposés. Dans le sens, qu'est-ce qui est la vérité? C'est ça qu'on se demande. Puis, mettons qu'on a une croyance, qu'est-ce qui justifie cette croyance-là? Puis là, on va échanger avec d'autres personnes, puis on va prendre le meilleur argument. Donc, il n'y a pas l'espèce de présupposé qu'il faut accepter ce qui est dit dans le passé, etc. Je pense que la philosophie est plus satisfaisante comme méthode pour répondre aux questions fondamentales qu'on se pose, genre d'où vient le monde, comment je devrais agir, de quoi est fondamentalement constitué l'univers, etc. Donc, c'est pas mal fini pour le cours d'aujourd'hui. Je vais faire un petit résumé. C'est historiquement faux de dire que la philosophie émergeait d'elle-même comme par magie en Grèce. Il y a peut-être des philosophes ailleurs qu'on ne connaît pas, et les Grecs ont été culturellement influencés par d'autres cultures. Et je tiens à dire, je ne suis pas un spécialiste d'histoire, ni un spécialiste particulièrement de la philosophie grecque, c'est pas tant mon sujet.
Fait que j'ai fait quelques lectures, puis c'est à ça que j'en suis arrivé. Donc, voilà, je tenais à le dire. En Grèce antique, la mythologie était le discours dominant pour décrire le réel. La mythologie est une forme d'appel à l'autorité qui ressemble à la religion ou d'appel à la tradition. Je pense que les deux se disent ici. Ce qui distingue la flou de la mythologie est l'usage de la rationalité. Et la rationalité consiste dans la justification de nos croyances, dans le fait qu'on cherche à fournir les raisons pour lesquelles ce qu'on pense est vrai. Et vendredi en cours, on verra plus en détail les présocratiques. Je vais faire quelques considérations générales sur les présocratiques. Et voilà. Donc, c'est suffit pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas le temps avec moi. J'espère que j'ai plutôt respecté le temps. On verra. Fait que, à vendredi.